Salut à tous et bienvenue dans The Artificial Intelligence Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui imaginent et œuvrent pour que l'intelligence artificielle soit votre ami. En français dans le son, international dans le ton. Une émission accessible également en podcast sur toutes les principales plateformes d'écoute. Avec pour partenaire média, Hit Radio Africa, le premier réseau de radio musicale présent dans 10 pays du continent et qui fait la promotion de notre émission auprès de son audience internationale, et Affect Média, le quotidien digital qui décrypte l'actualité et les tendances du marketing. Partenaire opérationnel, CheckSub, le spécialiste du sous-titrage via l'IA, et Hands Up, votre solution de prospection B2B, une émission produite au sein des studios de l'école de journalisme et de communication ISCPA, l'Institut supérieur des médias qui forme également de futures productrices et producteurs de contenu audiovisuel. Cette semaine, notre thème principal est le suivant: l'impact de l'IA sur les formations marketing. Avec 60% des compétences les plus demandées dans le marketing aujourd'hui liées à l'analyse des données et à l'IA, il est évident que la formation en marketing doit évoluer. Les universités et les institutions de formation adaptent leur cursus pour inclure des modèles sur l'apprentissage automatique, les algorithmes et l'analyse de données. De plus, les programmes de formation continuent à offrir des cours sur l'utilisation de l'IA pour des applications spécifiques comme l'analyse prédictive ou la personnalisation des campagnes. Pour parler de l'ensemble de ces sujets, Vincent Montet et Alexandre Stopnicki, deux pionniers de la formation digitale en France depuis plus de 20 ans. Et justement, je vous propose de retrouver Alexandre Stopnicki pour notre fameux Focus IA de la semaine. Bonjour Alexandre. Bonjour Michel. Alors aujourd'hui, tu nous invites à réfléchir à la question suivante. Dans quelle mesure les œuvres de science-fiction influencent-elles les développeurs de la Silicon Valley ? Et si je vous disais que les films de science-fiction ne sont pas simplement des histoires fantastiques, mais des sources d'inspiration pour les innovateurs de la Silicon Valley? Les développeurs s'inspirent-ils des films de science-fiction? Alors, pensez à des films comme Her, où une IA, avec la voix envoûtante de Scarlett Johansson, développe une relation profonde avec un humain. On voit même à quel point Sam Altman, le patron d'OpenAI, pourrait être influencé par ce film. Car à l'heure où je vous parle, une affaire est devant la justice concernant l'utilisation de la voix de Scarlett Johansson par une IA. Ou encore le film de science-fiction L'homme bicentenaire, réalisé par Chris Columbus, qui explore le voyage d'un robot qui souhaite devenir un humain. La science-fiction est remplie de films et de séries sur les robots fonctionnant à l'intelligence artificielle. Que ça soit Star Wars, que ça soit iRobot, Terminator, Ex Machina et tant d'autres pourraient avoir provoqué une motivation pour les créations des robots d'Elon Musk. Vous savez, les Optimus, dont la sortie est prévue en 2025, donc bientôt. Ces œuvres sont bien plus qu'un simple divertissement. Elles tracent les contours du futur. Les innovateurs en tech s'inspirent certainement de ces visions pour créer les technologies de demain. Et les auteurs de science-fiction, où est-ce qu'ils s'inspirent, où trouvent-ils leurs inspirations ? Alors sûrement dans les avancées technologiques, bien sûr, mais aussi dans leur propre vision futuriste. Attention, si la science-fiction peut inspirer des innovations extraordinaires, elle nous montre également les dangers potentiels des intelligences artificielles trop puissantes. N'oublions pas que HAL 9000 de 2001, l'Odyssée de l'espace, n'est qu'une fiction. Mais ce film, pourtant de 1968, nous rappelle que les IA, mal programmées, pourraient représenter une menace pour l'humanité. C'est pourquoi il est crucial de développer ces technologies de manière responsable et éthique en tenant compte des leçons tirées de la science-fiction. Alors en t'écoutant, on pourrait légitimement se demander si les développeurs de la Silicon Valley ne sont pas en train de concevoir les pires cauchemars des auteurs de science-fiction, non ? Eh oui, c'est à nous, en tant que citoyens et consommateurs, de rester vigilants et de nous interroger sur les implications profondes de ces technologies. Faut-il à tout prix poursuivre le progrès, même si cela implique des risques ? C'est une question complexe qui mérite une réflexion approfondie. La science-fiction et la technologie sont désormais indissociables. Ce que vous voyez dans les films aujourd'hui pourrait bien devenir votre réalité de demain. Et tenez-vous bien, car bientôt, ces visions pourraient être générées par des IA. Imaginez une IA qui écrit de la science-fiction et génère des films, une boucle sans fin.
d'inspiration et de création. Alors, qui va commencer? La plume de l'auteur ou l'IA du développeur? L'avenir nous le dira. Merci Alexandre. Place maintenant au débat. Bonjour Vincent. Bonjour. Bonjour Alexandre. Et là aujourd'hui, tu es non pas jugé parti, mais tu es parti pour être... Je suis parti, non, je suis là. Je suis là, je te le concède. En fait, salut Michel. On va parler formation et c'est ton domaine, comme c'est le domaine de Vincent. Vous êtes des pionniers, j'allais même dire, de la formation en publicité digitale depuis près de 20 ans maintenant. On dit plus, hein. Plus de 20 ans. Ouais, et aujourd'hui, on va vous écouter pour nous parler de l'impact de l'IA sur les formations marketing. Vous avez, vous deux, eu une vision sur l'importance de la formation en digital, que le digital, ça s'apprend. Et vous avez aujourd'hui cette même vision autour de l'IA. L'IA, ça s'apprend, ou en tout cas, une posture peut-être peut s'apprendre pour utiliser l'IA dans les différents métiers marketing. Et donc, c'est le sujet du jour, c'est l'impact de l'IA sur les formations marketing. Première question, et Vincent, je te demanderai de répondre en premier, c'est comment les programmes de formation en marketing intègrent-ils aujourd'hui les nouvelles technologies d'IA, notamment d'IA générative? Je crois qu'avec Alexandre, le point commun, c'est d'abord la formation au digital il y a 26 ans. Et on en parlait en off tout à l'heure, on retrouve les mêmes angoisses, réflexes, etc. qu'il y a 25 ans avec l'IA, avec Internet. Donc, c'est pas la xème vague de techno. C'est pas du Web3, c'est pas du cloud, c'est pas du big data, c'est un truc à nouveau aussi fondamental qu'Internet. Si bien que, et on a toujours eu le même réflexe dans toutes les formations, c'est qu'on n'a pas de profs, nous. On n'a que des professionnels. À un moment, tu ne peux pas enseigner le digital si tu ne le fais pas. Pardon de jeter la pierre à mes collègues d'école de commerce qui ont des doctorants et des chercheurs capables de faire des cours sur tout. Nous, ce n'est pas notre vision. Or, aujourd'hui, un enseignant professionnel qui part du référencement naturel, de l'achat de mots-clés, de la pub, de la création de contenu, s'il ne parle pas d'IA, c'est qu'il n'est pas dans le marché. Donc l'IA est présente de toute façon parce qu'on est dans le marketing digital et que le marketing digital subit en premier cette transformation. Ça, c'est la posture de base. Et puis, il y a quand même prendre l'IA comme objet lui-même d'enseignement. Ce qu'on a fait, nous, d'abord, c'est former beaucoup les étudiants. Pas un cours une fois, 4 cours dans l'année, tellement, finalement, ce que j'ai appris ce mois-ci, dans la prochaine version de ChatGPT, ça va encore changer. 2, le grand basculement qu'on a fait, contrairement à Sciences Po, c'est qu'on a rendu obligatoire l'utilisation de l'IA pour tous les rendus estudiantins. Articles, infographies, vidéos, thèses professionnelles. Mais quand on dit ça, on ne pouvait pas simplement les laisser comme ça, en disant c'est obligatoire. Vous devez rédiger aussi une note méthodologique d'accompagnement de la production. Et cette note, on a décortiqué le cerveau humain. Comment tu as eu des idées avec l'IA? Comment tu as organisé ces idées? Qu'est-ce que tu as produit? Quelles sont les hallucinations, les aspects éthiques que tu as rencontrés? On en parlera. Tiens, les femmes sont toujours plus petites que les hommes. Elles sont toujours en jupe, par défaut, là, des choses comme ça. Et puis, pour aller plus loin, et il doit publier sa note méthodologique. Quand un gamin, pardon du terme, a fait 40 notes méthodologiques dans l'année sur l'utilisation de l'IA, il a un recul vis-à-vis de l'outil qui fait qu'il ne sera pas remplacé, mais on l'espère augmenté. Merci Vincent, Alexandre, sur l'impact, comment les programmes de formation, et toi tu es plus sur, j'allais dire, une formation des professionnels, alors que Vincent est plus sur une formation initiale auprès d'étudiants hein, qui apprennent le métier, les métiers en tout cas dans le domaine du marketing digital. Toi tu t'adresses à des gens confirmés dans leur métier et qui ont une approche de l'IA, j'allais dire peut-être une approche anxiogène ou en tout cas une approche ou un espoir autour de l'IA.
Comment toi, tes programmes de formation en marketing intègrent ces nouvelles technologies, notamment d'IA générative? Alors la question c'est, est-ce que ça s'apprend, l'usage de l'IA? Alors la réponse est oui. Oui, en fait, ça s'apprend. Pas pour tout le monde. Il y a des gens avec des tutoriels, ils s'en sortent très bien et ils arrivent à apprendre tout seuls. Mais c'est une toute petite minorité des gens qui sont capables de s'auto-former. Donc il faut créer des parcours, non pas d'apprentissage, mais aussi d'éducation de l'usage, en fait, de ces IA. Donc la première chose à faire, c'est de comprendre qu'est-ce qu'on va faire avec ces IA, comment elles vont nous aider, comment on va pouvoir s'en servir de façon éthique, comment on va comprendre où sont les problèmes de ces IA, donc les fameuses hallucinations, puisque parfois elles nous disent des bêtises, et puis elles sont tellement convaincues qu'on les croit, mais il ne faut pas les croire sur parole, les IA. Donc on apprend à avoir des réflexes en formation. Mais il y a des véritables parcours. Effectivement, tous les étudiants doivent avoir le réflexe de l'usage de l'IA. Et je ne sais pas toi, mais moi je suis assez surpris de voir que finalement, c'est pas aujourd'hui un réflexe inné de la part des étudiants. Alors jeunes comme moins jeunes, hein, et ils n'ont pas tout de suite le réflexe. Ils savent que ça existe, ChatGPT, ils savent qu'il y a des IA génératives, mais ils ont peu consommé en fait l'IA. Et donc là, dans la formation, c'est de les mettre à côté du fait accompli, de leur dire voilà, on va essayer et on va voir si avec de l'IA, on peut s'augmenter, comme tu le disais. Est-ce qu'on peut faire des choses qu'on ne faisait pas avant? Parce que souvent j'entends, oui, on le fait depuis longtemps, ça fait des années que ça existe. Alors c'est vrai et c'est complètement faux. Jusqu'à maintenant, ce sont les GAFAM qui avaient accès à ça et nous, on utilisait les GAFAM qui utilisaient des IA. Maintenant, n'importe quelle personne peut utiliser une IA, notamment des IA génératives, et fabriquer des choses facilement. Alors on a un problème avec la formation avec l'IA, c'est que effectivement ça fait peur, donc l'usage il n'est pas immédiat. 2, c'est plus facile qu'on le croit. Avant, quand on formait des étudiants, il fallait 2, 3, 4, 5 ans pour faire des parcours et sortir avec des véritables compétences. Aujourd'hui, former à l'IA, si on est honnête, ça dure beaucoup moins longtemps que 5 ans. On n'a pas besoin de 5 ans. D'ailleurs, si on forme sur 5 ans, qu'est-ce qui se passe au bout de 5 ans, Vincent? Il se passe qu'il faut recommencer, quoi. Donc on s'arrêterait jamais. Donc déjà, il y a des réflexes un peu différents qui existent dans la formation des étudiants avec l'IA. Moi, j'ai des remarques bizarres. Hein. Parfois, je montre une nouvelle IA qui vient de sortir il y a 2 jours à des étudiants et ils me regardent et je me dis, tiens, c'est marrant, ils réagissent pas. Pourtant, moi, je trouve ça magique, je trouve ça incroyable ce qu'on peut faire. Ils me regardent et mais Alexandre, ça existe déjà. Je dis, non, ça n'existait pas, ça vient de sortir il y a 2 jours. Mais si, j'ai déjà vu ça dans les films de science-fiction. Alors là, je me dis, ok, d'accord. Donc l'IA, elle est tellement incroyable aussi, parfois qu'on l'assimile à des usages de science-fiction. Je ne sais pas si tu as vécu ça aussi. Non, mais tu as raison sur... on pourrait croire que les millenniums... sont à 90% les usagers de l'IA. Dans toutes les études, c'est peut-être la fin c'est presque une génération spontanée, l'IA, au sein de toutes les générations. Et il y a des boomers de 20 ans hein, sur l'IA. On est très surpris. Exactement. Et quand ils sont dans l'utilisation, ils la font, c'est une utilisation googlienne. C'est ça. Donc en fait... Ils ont des résultats mainstream, nullissimes, on les a avec un verbiage hallucinant, et ils ont du mal à comprendre que c'est du boulot, le prompt. Ça demande une culture, ça demande une réflexion, et c'est ça tout l'enjeu pour les former. Si bien qu'on pourrait presque avoir une vision, c'est en tout cas celle que je pense qu'on a dans toute l'équipe, c'est de dire l'IA, c'est un soft skills. Alors justement, c'est bien rebond puisque c'est l'objet de ma deuxième question, c'est quelles sont les compétences en IA les plus demandées dans les métiers du marketing aujourd'hui. Mais quand je parle de compétences, c'est justement le mot-clé que tu as évoqué, c'est au sens anglo-saxon du terme, à savoir les skills, hard skills, soft skills. D'après vous, qu'est-ce qu'il y a de plus attendu, de plus demandé de la part du marché dans les métiers du marketing lorsqu'on doit utiliser de l'IA, de ton point de vue, Vincent? C'est quand j'ai reçu ta question, je me suis dit, mais c'est pas possible. En fait, le marketing digital, qui est le leader dans la transformation, hein, oui. C'est quand même le marketing qui a subi la plus grosse transformation avec la musique. Allez, c'est les deux industries qui sont depuis 25 ans transformées. Évidemment que l'IA est depuis 3-4 ans déjà présente dans beaucoup d'outils du marketing digital. La création de trafic aujourd'hui, les experts en référencement naturel, s'ils ne travaillent pas bien avec l'IA, c'est compliqué. Et on ne sait pas très bien où ça va aller d'ailleurs. Hein. Et on ne sait pas très bien. C'est compliqué de dire ce que va faire Google demain pour le référencement. Hein. C'est ça. Même lui-même, on voit bien que... Voilà, on est d'accord. Ça change. Ça change. Donc ça, c'est tout ce qui est création de trafic. On parle
programmatique dans ton ancienne vie. On a atteint les 93% aux États-Unis, le marché tout à fait, du marché publicitaire. C'est des boîtes noires à IA. Et là, il y avait déjà de l'IA, bien sûr. Et l'IA était là, mais on ne sait pas comment elle fonctionne. Voilà. Totalement. Donc il y a la création de trafic, la création de contenu, on n'en parle même pas. Images, textes, vidéos, musique, y compris sites web et applications avec le no-code, low-code. Donc là, c'est hyper présent. Dernier pan du marketing, la fidélisation, le CRM de Microsoft Dynamics à Salesforce. Il y a des IA. Maintenant, les professionnels ne sont pas forcément matures dans l'utilisation de ces flux d'IA, dans ces outils. Ils ont un peu tendance à l'utiliser comme avant et à ne pas appuyer sur le bouton IA, parce que là aussi, on a soit peur d'être dessaisi, finalement, de la matière, soit on a peur que, ben oui, au bout d'un moment, ça va me faire gagner beaucoup de temps, et ce temps-là, la boîte au-dessus, qu'est-ce qu'ils vont décider que je vais faire autre chose dans l'entreprise, ou que je vais faire autre chose ailleurs? C'est un peu l'enjeu. C'est une de mes questions, celle-là, oui. Alors, il y a un truc aussi peut-être qu'on peut surligner, je ne sais pas comment tu vois les choses, toi, Vincent, mais les professionnels dont on parle, que tu as évidemment plus que boosté dans toute ta carrière, et j'ai suivi ça, bien évidemment, professionnels, mais les professionnels aujourd'hui, ils ne sont pas tellement formés à l'IA. Donc, eux-mêmes, on a besoin de les former. Moi, j'ai créé des formations pour les profs, en fait, pour qu'ils utilisent l'IA dans leurs cours, et pour qu'ils se mettent à utiliser le plus intelligemment possible, le plus éthiquement possible, le plus fluide, pour que ça soit fluide en fait, pour que ça soit dynamique. Et ça, je me rends compte qu'aujourd'hui, il y en a très peu en fait qui le font par défaut. Il y en a un bien sûr, mais il y en a quelques-uns, on a besoin aussi de les accompagner. Donc on ne pourra pas former des étudiants si nos formateurs ne sont pas formés. Non. On est d'accord? C'est dans l'ordre. Alors, ouais, justement, par rapport à ça, toi, si tu dis qu'il faut former des formateurs à l'IA, oui. C'est quoi les compétences, entre guillemets, qui, de ton point de vue, sont les plus importantes pour arriver à être un prof, entre guillemets, d'IA suffisamment bien armé? Ouais, tu parlais de soft skills, de hard skills. Ce qui est génial avec l'IA, c'est pour ça que ça nous fascine tous les deux dès le départ, quand on a fait l'Internet. Ce qui est génial, c'est qu'il y a un petit côté magique. C'est pas magique, mais ça ressemble à de la magie parce qu'on arrive à faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Et c'est ça qui nous plaît. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, il fallait passer énormément de temps pour apprendre le moindre logiciel. Aujourd'hui, il faut apprendre à lui parler. Et il faut parler avec lui, il faut continuer à parler avec lui. Il faut lui poser les bonnes questions, il faut essayer de le relancer. Donc tout le monde peut le faire. Tout le monde, toute personne qui décide d'utiliser une IA peut y arriver. C'est pas un bac plus 5. C'est vraiment, honnêtement, il n'y a pas besoin de dire qu'il faut faire des choses compliquées. Donc je crois que ce qui va être intéressant, c'est dès que les gens vont s'approprier à ça et que les soft skills ou les hard skills, puisque c'est simple, il suffit de décider de le faire. Nous, on avait un hashtag qu'on avait créé au début, même ensemble, qui est hashtag même pas peur. Même pas peur de l'IA. Il faut y aller et c'est quelque chose qui est très important. Je sais pas ce que tu en penses, mais... Animer des professionnels enseignants avec l'IA, c'est clé au-delà de leur connaissance de l'IA dans le métier. Je suis enseignant et j'enseigne l'évolution des dinosaures ou le référencement naturel, c'est la même chose avec l'IA. Heureusement que les étudiants ne sont pas très curieux et ne sont pas encore mis dans la posture avec ChatGPT de « t'es un prof, voilà le contexte, je suis élève ». Et j'aimerais bien un cours. Vous commencez à travailler ça, vous dites, en fait, il est beaucoup plus empathique que moi, il reformule si l'élève ne comprend pas, il peut identifier si on a un cerveau droit, un cerveau gauche en face, il faut des images, non, il faut des textes. Finalement, la capacité d'enseignement de ChatGPT et les autres est phénoménale. On a encore un peu de temps, mais la menace est là. Nous, on commence à montrer ça aux profs. C'est peut-être pas une menace, en fait, c'est une opportunité. Parce que c'est une opportunité, mais... Si on dit aux profs, maintenant, dans tous vos cours, vous devez faire un parcours avec une IA, expliquez comment vous l'avez créé, ce parcours. Et puis, faites-le critiquer et par une IA et par les étudiants. Nous, on a commencé à faire ça, ça fonctionne bien. Alors, c'est difficile parce qu'on se dit, ouais, le prof, il se dit, mais alors, c'est l'IA qui fait mon boulot. Non, elle le fait avec toi. Et au lieu que tu passes des heures à faire des QCM, tu vas demander à l'IA de préparer des QCM, tu vas les vérifier et tu vas les tester auprès des étudiants. Voire, tu vas demander aux étudiants de fabriquer des QCM sur le cours que tu es en train de faire. Et quand on fait ça, ça fonctionne bien. On va lancer l'année prochaine, on a dans notre programme une nouveauté, puisque pour les étudiants de l'EFAP, ils se développent maintenant en 2 ans, M1, M2. Donc là, on a le temps humain, c'est des étudiants en apprentissage. Et l'année prochaine, on va faire une semaine où la promo va être séparée en 2 sur un même cas. Il y en a une partie qui est full IA et une autre interdiction de connexion même.
Une sorte d'A/B testing. Les pauvres. Ouais, avec des polis. Il faut bien les choisir. On leur donne des polycopiers. À l'ancienne. À l'ancienne. Et des diapositives. Et même pas. Physique. Ils vont devoir. Ils n'auront pas d'ordi, quoi. Ils ont un Tu vas stylo. ressortir le... Pardon, j'ai dit un gros mot. Tu vas ressortir le rétro. Non, Projecteur. je vais les challenger comme ça. Et le mois suivant, Stylo. on va inverser. Ah oui. On va inverser les groupes. Alors, Pour qu'ils se rendent compte finalement de la capacité de production tout seul, sans Google. On l'a oublié. C'est une génération, désolé, nous, ils font 5 ans, ils doivent avoir eu 2 épreuves papier, entre guillemets. Donc revenir à la puissance de notre intelligence humaine, et puis avoir des amis qui travaillent sur le même sujet et qui, eux, sont forcés de travailler avec l'IA. C'est cette battle-là qui est... C'est très sympa. Si tu y arrives, ça m'intéresserait de voir quels sont les résultats de ceux qui n'ont pas utilisé d'IA. Ouais. Nous, on fait quelque chose d'un peu différent, dans le même style aussi, quand même, avec le même esprit, en tout cas le même état d'esprit. On fait un IA-cathon. Alors là, c'est le contraire. On leur donne pendant plusieurs jours une formation intensive aux IA génératives, toutes les IA. Et le dernier jour, seulement une après-midi, on leur fait faire un travail d'agence. Toi qui connais bien les agences, on a même été associé dans une agence. Donc, on leur fait faire un boulot qui durerait 2 mois avec une agence en une après-midi. Et ils y arrivent. Ouais. Ça va de créer un logo, faire la PLV, faire les discours de vente, faire les réseaux sociaux, créer les vidéos. Tout ce qu'on peut imaginer qu'on ferait avec une agence, on le fait en une après-midi. Et tout le monde nous dit c'est impossible. Eh ben non, ça fonctionne très bien, on y arrive. Et le niveau de performance est incroyable. Le niveau de résultat est incroyable. Donc ça peut faire peur à des agences. Mais par contre, c'est aussi les agences qui peuvent utiliser ce type d'usage. Et il faut apprendre ça aux étudiants directement et leur montrer la différence. Alors justement, on a parlé de plein de choses. Je vais juste résumer un petit peu de ce dont on a parlé. On a évoqué lors de cette seconde question quelles étaient les soft skills, ou en tout cas on a découvert qu'en réalité c'est plus une question de soft skills que d'hard skills, le fait d'appréhender l'IA, ce qui nous a amené à un moment à évoquer le fait que les professeurs eux-mêmes avaient besoin d'avoir des formations en IA. On a découvert également qu'il y a des expérimentations, et vous êtes en mode laboratoire, chacun avec ce que j'ai appelé l'A/B testing, un groupe qui utilise l'IA, un groupe qui n'utilise pas l'IA, mais qui va avoir les mêmes exigences, qui vont en tout cas les mêmes exercices à faire, et de ton côté la notion d'hackathon. Alors très bien. Même IA-hackathon, tu vois. Voilà, donc un IA-hackathon. Donc très bien, on a évoqué donc le développement professionnel d'une certaine manière des profs et le développement intellectuel des étudiants, mais je voudrais revenir sur le développement professionnel en continu cette fois-ci pour les marketeurs déjà en poste. Selon vous, et Vincent, je te demande d'y répondre en premier, quel est l'impact de l'IA sur ce développement professionnel en continu pour les marketeurs déjà en poste? On a parlé de l'hashtag même pas peur. Toi, quelle est ta vision par rapport à ça? On va reparler de l'usage. J'ai une autre casquette, c'est celle d'être vice-président de l'Axel, l'association de l'économie numérique. On sort le 19 juin dans quelques jours à l'heure du tournage, le 8e édition du baromètre croissance et digital sur les TPE de moins 20 salariés dans le commerce. Donc c'est pas la Xème étude sur la transfo du CAC 40. C'est vraiment moins de 20 salariés commerçants. Ils sont à 30% de l'utilisation de l'IA. Et on a à peu près les mêmes chiffres sur toutes les études. Et quelle IA? Quel type d'IA? L'IA générative, beaucoup au sens large. Et les 2 premiers critères, à plus de 60%. Pourquoi ils y vont? 1, trouver des nouvelles sources de revenus. D'accord. Et le gain de temps. Donc finalement, c'est le porte-monnaie et l'agenda. Mais on est des patrons de TPE, donc c'est normal. Hein. Ils ne sont pas encore dans la vision marketing, alors que ils estiment que l'élément clé de la transfo digitale, c'est le marketing et la com. Donc ça va venir. Alexandre, c'est idem, on fait plein de conférences en ce moment aux professionnels et high level. Les 30%, on n'en est pas loin. Même sur ces professionnels, on est très surpris de l'immaturité et presque de la non-curiosité. À un moment, il faut dire les choses comme elles sont. On revient donc aux soft skills, d'une certaine manière. Il y a des problèmes d'interdiction aussi. Hein. Alors, problème d'entreprises qui interdisent. Chez moi, personne ne m'interdit. Donc, pareil, pourquoi, à titre personnel, je ne comprends pas qu'au-delà de ma fonction professionnelle, l'IA est en train de changer le monde. Ça veut dire que, même pour
ma vie quotidienne. Moi, Bien j'ai sûr. utilisé l'IA pour un email hyper important pour ma mère à un hôpital. Paf, je voulais créer de l'engagement. Ça a sauvé ma mère. J'utilise l'IA dans la gestion de mes enfants, sur 2-3 trucs. C'est assez surprenant. Moi, je fais des chansons d'anniversaire. Tu vois, Chansons des choses- d'anniversaire. Bon, moi, j'organise mes week-ends avec. On a tous des usages personnels. Voilà. Donc, D'ailleurs, même en professionnel, quand on demande à des gens qu'est-ce que vous allez faire en premier, ils font toujours un truc ça. personnel d'abord. donc quand même, cette immaturité, elle est présente. Les entreprises, c'est assez affolant. Hein. Quand on regarde les big tech, elles vont à la vitesse de la lumière. L'IA, dans les départements marketing, je ne vais pas les citer, mais il y a des grandes entreprises. Le directeur marketing, il dit quoi ? Mon métier aujourd'hui, c'est 12 tableaux de bord sur 12 pays d'opérations faites par l'IA et je dois juste intervenir en tant qu'humain sur un pays où ça ne va pas. Plus de créativité, Et on a dit à toutes les équipes, avec l'IA, vous allez être augmentés. Et on a enlevé des gens. Hein. Les techs, ils ont enlevé des gens. C'est pas là où il y en avait 5, il n'y en a plus que 2. Sauf que les 2, vous devez faire plus avec moins. Ils ne maîtrisent pas encore finalement tous ces outils et personne ne peut les maîtriser à 100% parce que ça bouge tout le temps. Or, l'entreprise a dit si, vous pouvez, ça marche. Donc il y a une pression de dingue. Vraiment, quand on voit les professionnels, certains dans le marketing, hein, c'est dur. C'est dur. C'est dur parce que, et j'ai oublié cet éthicien, mais ça avait vraiment marqué, c'était au Festival de stratégie en septembre, sur le grand lancement de l'IA, qui disait que l'éthique, c'était prendre son temps. Ouais. Et ne pas aller trop vite, ne pas remplacer les gens tout de suite. Si on regarde les big tech, ils sont en train de faire ça. Ils prennent pas du tout leur temps. Ils remplacent les gens avec une pression. Et là, je pense que ça va servir d'exemple pour d'autres, ça va être compliqué. Les GAFAM, c'est ce qu'ils ont toujours fait. Hein. Ils ont été vite. Ton avis sur le sujet, Alexandre, sur l'impact de l'IA sur le développement professionnel continu des marketeurs en poste, sachant que c'est, j'allais dire, ta cam, entre guillemets. Ouais, on va pas le dire comme ça, mais je pense que ce qu'il faut voir, c'est que, je répète, c'est plus simple. Ça n'a jamais été aussi simple de former des gens qui sont curieux, comme tu le dis, et qui ont décidé de le faire. Il faut enlever les barrières, il faut expliquer ce qu'on peut faire, et il faut expliquer la data qu'on peut partager, celle qu'on ne peut pas partager. Il faut créer peut-être des datasets spécifiques. Il faut créer peut-être des IA qui sont fermées, qui ne vont pas sur Internet. Tout ça, on peut déjà le faire. Il faut travailler sur de l'open source. Donc, il y a plein d'usages possibles. En tout cas, il ne faut pas ralentir ça. Et nous, on a été jusqu'à créer un chatbot qui accompagne les apprenants, qui s'appelle BotMoel QI, et qui justement est capable de proposer des exercices temps réel, de montrer des nouveautés, etc. Mais il ne faut pas s'en faire une montagne. C'est ça que je vois qu'en une journée, en 2 journées, en 3 journées, on obtient des résultats phénoménaux qu'on ne peut pas obtenir dans d'autres types de formations. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est passionnant. Donc si on veut, on peut. C'est ça qui est le plus à revendiquer et à essayer. Mais c'est vrai que les comités de direction ne sont pas tous formés non plus, ils n'ont pas tous compris les enjeux. Alors ça peut coûter cher aussi les IA, il faut rajouter des licences Microsoft, on a déjà payé ces licences, il faut rajouter Copilot, on a besoin d'autres IA génératives, il faut payer. Donc ça commence à coûter cher si on a beaucoup de cadres et beaucoup de salariés, c'est vrai. Donc il peut y avoir un problème aussi de coût d'accession. Mais quand on regarde les bénéfices, effectivement, on va analyser des fichiers en quelques secondes, on va sortir des nouvelles idées, on va être capable, dans la mode par exemple, ça fonctionne assez bien, on fait des designs, on fait des mood boards et en quelques minutes, on a des milliers de suggestions. Alors après, le plus difficile, c'est de choisir. Donc on demande à une IA de choisir pour nous et là, ça devient encore plus compliqué. En tout cas, moi, ce que je remarque vraiment, c'est si on veut, on peut. C'est facile, c'est beaucoup plus facile que ce qu'on nous raconte. Hein. C'est pas des techniciens justement qui peuvent agir. Tout le monde peut prendre en main ça, jeune, moins jeune et beaucoup plus vieux. Et du coup, c'est magique, quoi. C'est ce que je disais au début. Autant y aller, quoi. Et autant essayer des choses. Donc, essayer, c'est ça qui est important. Essayer, même seul. Et il y a des gens qui ont besoin d'être accompagnés avec des étapes. C'est ce qu'on a fait. On a des programmes très structurés. On va commencer par l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3. Et tu vas voir d'un seul coup, l'étape 4, tu vas presque la deviner tout seul. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, ce qui me paraît aussi intéressant par rapport à justement le développement professionnel en continu des marketeurs, c'est cette notion de temps cette notion de temps long sur l'usage de l'IA, le fait qu'il y a une énorme pression qui peut être donnée par la gouvernance de grosses entreprises auprès de certains de leurs salariés qui sont tech et à qui on va dire on est crème, et aussi à ceux qui restent vous n'avez pas de temps long, quoi. Et notamment en parlant d'éthique, est-ce que ça, de ton point de vue, Alexandre, ça pose pas quand même un problème, parce que
de ce que je note, de ce que tu dis, c'est que la formation peut être extrêmement rapide et qu'on a l'impression que cette rapidité à la vitesse de l'éclair, comme tu dirais, ou de la lumière, comme tu disais tout à l'heure, Vincent, eh ben, au final, elle va à l'encontre de ce pourquoi cette formation rapide est faite. C'est-à-dire prendre son temps, peut-être produire plus, mais produire mieux. Je vais mettre un bémol sur la formation rapide. C'est vrai que, on va dire que la première étape peut être rapide. Ensuite, on peut faire un point 3 mois après pour dire qu'est-ce qu'on a fait avec ces IA. Vous nous avez montré des choses, ok. Maintenant, on va faire un bilan. On va regarder ce qu'on a réussi à faire, ce qu'on a moins réussi à faire, là où on a été bloqué. Donc souvent, on fait des bilans au bout de 3 mois. Et là, on propose soit des nouvelles solutions au passage, parce qu'il y a des nouvelles IA qui sont arrivées, ou des nouvelles fonctionnalités qui sont arrivées. Donc on les présente. Donc nous, nos parcours de formation, ils sont un one-shot assez rapide pour tout de suite avancer, pour acculturer, pour essayer, pour être en mode atelier. Essayer réellement, et ensuite 3 mois après on fait un petit bilan et on peut continuer. Donc c'est pas non plus voilà, c'est fini, terminé, c'est on peut continuer. Alors soit les gens le font eux-mêmes, mais nous on y passe, toi comme moi, des heures et des heures par jour à apprendre, à s'auto-former, et donc soit effectivement on peut faire des rendez-vous avec les formations et dire rendez-vous, on va faire le tour de ce qui s'est passé et on va vous proposer des nouveautés. Très bien. Moi, tu voulais rajouter quelque chose, Vincent ? Je fais moins qu'Alex, je suis un feignant. Je suis Alexandre Stopnicki, je suis Flavien Chervet, autre conseil, auteur du guide Hyper Prompt, qui est à mon avis le meilleur guide sur le sujet, et puis un autre comme Emmanuel Vivier du Hub Institute. Voilà, eux ils bossent toute la nuit, puis moi je les lis, et je bosse que 2 heures. Mais faut qu'on s'appelle une fois tous les 3 mois alors. C'est ça. Pour le dernier exemple frappant, pour aller dans le sens d'Alexandre, il y a 8 mois, on formait les gens au plugin ChatGPT pour pouvoir mettre un PDF dedans, et les fonctions. Donc on voit bien tout le temps. Que tout le temps, il y a une amélioration. Il y a une amélioration, et l'apprentissage va devenir, l'apprentissage continu va devenir un soft skills pour tous les individus essentiel. Voilà. Si on n'a pas compris ça, on n'a pas compris le 21e siècle. Mais déjà, dans le digital, tu le disais depuis le début, il faut continuer à apprendre. On ne va pas apprendre une seule fois. Hein. Mais dans le digital, tu avais des profils disant, ça y est, je suis community manager, je suis dans tel métier, et ils s'étaient installés dans un Facebook, paradigme TikTok, du 20e siècle, en disant, ça y est, j'ai mon métier, je ne vais pas bouger. Là, ils m'appellent en disant... En fait, on était 4, il n'y en a plus que 2, et comment je vais évoluer, et je fais quoi ? Et c'est des jeunes, 35 ans, on les a formés il y a 10 ans, mais qui ne se sont pas mis en auto-formation, quand même. C'est difficile, ça. Ils ont la même difficulté qu'un senior de 50 ans. C'est pour ça que j'ai essayé de créer Botmal QI, ça ne marche pas pour tout le monde, mais c'est ça l'idée, c'est d'avoir quelqu'un qui t'accompagne quasiment tous les jours. Puis de temps en temps, il faut des humains, on ne peut pas le faire qu'avec des robots. Bah, en tout cas, messieurs, on pourrait en parler encore des heures, peut-être des nuits. On reviendra. Mais avec grand plaisir. Mais en tout cas, merci beaucoup, Vincent, d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi et bravo pour cette nouvelle émission. Eh ben, merci à toi et merci aussi de nous ouvrir les chakras sur les opportunités autour de l'IA et cette invitation à une formation permanente qui fera que on se sentira, j'allais dire, épanoui dans ce monde du marketing digital. Merci beaucoup. Merci Michel, merci Vincent. Merci Alexandre. Ainsi s'achève notre émission principalement consacrée à l'impact de l'IA sur les formations marketing, un programme accessible également en podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Merci à nos partenaires médias Hit Radio Africa, le premier réseau de radio musicale présent dans 10 pays du continent et qui fait la promotion de notre émission auprès de son audience internationale, et Affect Média, le quotidien digital qui décrypte l'actualité et les tendances du marketing. Merci à nos partenaires opérationnels, CheckSub, le spécialiste du sous-titrage via l'IA, et HandsUp, votre solution de prospection B2B. Une émission produite au sein des studios de l'école de journalisme et de communication ISCPA, l'Institut supérieur des médias, qui forme également de futures productrices et producteurs de contenu audiovisuel.